Jour première, Sophie Brems. On le présente comme étant la sensation littéraire de cette année. Nous avons la chance de recevoir cette révélation ce matin. Simon Johannin, bonjour. Bonjour. Vous sortez votre premier roman, L'été des charognes, qui connaît un grand succès à tel point que vous êtes l'un des invités de l'Intime Festival à Namur qui débute aujourd'hui. Vous y serez samedi après-midi. Votre présence au festival s'impose parce que c'est vrai que dans ce livre, on pénètre dans l'intimité d'un jeune garçon qui vit avec sa famille à la campagne, un coin reculé de France où il n'y a pas grand monde qui habite, mais il y a beaucoup d'animaux. Mais le tableau que vous décrivez, c'est loin d'être celui d'Heidi. C'est pas une campagne très bucolique. Non, effectivement. Et moi, j'ai pris le postulat de justement de prendre le contrepoint de toute sa littérature avec une tendance pastorale et bucolique, voilà, qui a un regard plutôt de citadin sur la campagne et qui était émerveillé par tout ce qu'on y fait et tout ce qu'on y produit. Voilà, moi j'ai grandi en milieu rural et j'étais en prise avec une autre réalité et avec d'autres odeurs, on peut dire. Et c'est ça que j'essayais de faire passer dans l'écriture, tout en dressant le portrait, oui, d'une famille et d'une communauté qui a fait le choix de se placer complètement à la marge du monde qu'on connaît nous et qui vit d'une manière assez extraordinaire, oui. Oui, qui vit d'une manière aussi assez seule. Xavier. Oui, c'est votre tout premier roman, Simon Johannin. J'ai un doute, vous avez 23 ou 25 ans? J'en ai 24. 24. Voilà, c'était juste au milieu. Et généralement, le premier roman, c'est très souvent le cas. C'est un roman autobiographique. Ici, c'est pas autobiographique. Non. C'est vaguement inspiré de ce que vous avez. Non, je voudrais pas faire peur aux auditeurs. Je ne raconte pas ma vie dans ce livre. Je vais dire encore heureux, parce que. Oui, non. Mais par contre, ce que j'ai de commun avec le narrateur, c'est le canevas du livre, le territoire. Cette espèce de communauté au sein d'un hameau de 3 maisons. J'ai grandi dans un hameau un peu similaire, voilà, au bout d'une route, pareil, où j'ai grandi aussi sans télévision, sans internet, sans ordinateur jusqu'à très tard, un petit peu coupé en autarcie. Voilà, et ça c'est une réalité que je connais bien et dont je me sentais légitime de parler et dans laquelle je pouvais placer une histoire simplement, quoi. Mais à part ça, voilà, ça et les gestes d'artisanat de l'élevage que je connais aussi, j'ai vu très tôt mais comme tout gamin de campagne, des poulets se faire décapiter et courir sans tête et ce genre de choses qui est un petit peu impressionnante quand on est gamin. Mais voilà, de la pure banalité de la campagne en ce qui me concerne, quoi. C'est sans télévision, sans internet, c'est pas un détail ça, parce que vous avez 24 ans, donc vous étiez quand même une génération qui a connu logiquement la connexion internet et consommé beaucoup de télévision. Ça veut dire que alors comment est-ce que vous passiez vos loisirs, vous lisiez beaucoup? Oui, la lecture et les cailloux et les bouts de bois, ça fait l'affaire. Mais oui, la lecture et puis la radio, beaucoup de radio. Alors le cinéma aussi, pas de télévision, ça ne veut pas dire pas de cinéma, mais c'est effectivement pas de médias télévisuels et uniquement la radio. Et là, je pense que la radio a beaucoup joué dans le sens où elle fait naître les images. On n'a pas on les crée mentalement. Elles ne sont pas imposées par un dispositif. Et donc voilà, ça c'est des choses qu'on jouait, je pense, dans l'envie de raconter des histoires. Ouais. Alors cette histoire justement de l'été des charognes, c'est celle d'un jeune garçon. On connaît pas son prénom finalement. On connaît ceux de ses amis. Il y a Jonas et tous les autres. Lui, on va l'appeler le narrateur. Donc il décrit en fait un petit peu sa vie là-bas au milieu de la bouse, de l'urine. Ça sent l'orance, la saleté. Et donc c'est un langage quand même très dur. Il y a rien de très beau. Si ce n'est que parfois, quand même, il y a de l'amour. Ouais. Moi, la beauté, je l'ai essayé de la placer dans la langue du narrateur. C'est vrai que l'univers est très âpre. Le quotidien est un bordel monstrueux. De jeunes garçons, ils sont complètement livrés à eux-mêmes et en même temps. Moi, ce que je cherchais à faire, c'était de pas faire un portrait qui est misérabiliste. Il y a à aucun moment. Non, parce qu'ils ont l'air heureux. C'est-à-dire que lui, en tout cas, il se pose pas la question. Il atterrit là-dedans, c'est son quotidien. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de gamins. Quand on est enfant, on se démerde pour jouer. Et c'est tout ce qu'on fait, quoi. Et lui, c'est ce qu'il fait aussi.
Et j'ai oublié de votre question. Oui, donc je dis que c'était quand même un univers très difficile, mais que bon, il était heureux. Je disais qu'il y avait rien de très joli, à part quand même quelques sentiments pour une vieille dame qui a justement la télé. Et par rapport aussi à ses parents, sa maman, le regard de sa maman. Ouais, j'ai dressé quelques portraits comme ça qui sont assez éternels de figures de campagne, effectivement. Et mais oui, voilà, ce que je voulais dire, c'est que la beauté, lui, il va la chercher. Il va essayer de poser un regard sur les choses, sur les animaux, sur les gestes de ses parents, sur même le travail harassant, sur la découpe des bêtes, sur des choses comme ça qui sont plutôt ternes. Et lui, avec ses mots, avec son vocabulaire qui est simple, il va traquer la beauté, essayer de placer des petites fulgurances comme ça dans son regard, et essayer de faire jaillir un peu de lumière. Pour moi, je l'ai vu comme ça. C'est un gamin qui est trop sensible et qui est en constante recherche de lumière. Oui, il a faim de ça, il a faim de vie, et il finit par partir. Voilà, je vais pas révéler là-dessus. C'est ça la force du roman, c'est c'est la langue que vous avez trouvée et le point de vue que vous avez adopté avec ce narrateur qui effectivement décrit ce monde avec une espèce de naïveté d'enfant au début, mais quand même une certaine intelligence, une lucidité aussi. Il comprend bien ce qui l'entoure et ce qu'il voit autour de lui. Et comment est-ce que vous avez décidé de ce point de vue-là et de la distance qu'il a fallu mettre et de cette façon de raconter l'histoire? À quel moment vous avez dit ça, c'est le juste point de vue? Assez naturellement, assez rapidement. Je savais parce que c'est aussi un livre, je tiens à le dire, qui est très drôle parce que c'est une langue d'enfant. En tout cas, moi, il y a plein de passages que j'ai trouvé très drôles à l'écriture. C'est vrai qu'à la lecture, c'est peut-être un petit peu différent. C'est extrêmement plein de moments. Si. Mais voilà, et ça, c'était quelque chose qui me tenait à cœur parce que c'était possible dans la langue de l'enfance plus facilement que dans une autre, parce que je pouvais me permettre des fautes de syntaxe, des répétitions ou peut-être des jeux de langage qui sont propres à l'enfance. Et je suis toujours émerveillé quand je croise des enfants et des absurdités qui sont capables de sortir et de la manière dont ils envisagent la langue et de comment ils s'en servent. Et donc ça, c'était important pour moi de le placer là-dedans. Et puis parce que quand on est enfant, en tout cas du background que j'ai de ma propre enfance, c'est une succession de premières fois, l'enfance. On est confronté à chaque fois des premières fois, exactement. Et du coup, c'était comment à chaque fois qu'il y a une situation nouvelle qui naît, comment on l'aborde avec les idées préconçues qu'on a et comment tout ça explose quand on vit la situation au moment réel, quoi. Jour première, Sophie Brems. Simon Joannin, notre invité ce matin pour son roman L'été des charognes. Vous serez l'invité de l'Intime Festival qui débute aujourd'hui à Namur. Vous serez justement en débat lecture. Ce sera samedi à 14h15. Alors là, on entendait Alain Souchon qui avait des billes plein ses poches à 10 ans. Par exemple, votre héros, votre narrateur, il a peut-être pas des billes, il a sans doute des crottes ou des os, oui, des osselets, on va. Voilà, il a une ribambelle d'animaux et peut-être d'humains, on ne sait pas bien ce qu'il trimballe, mais oui, effectivement, il a une passion pour les os, lui. Alors, l'été des charognes, je le disais, c'est la révélation littéraire. Vous allez entendre justement un extrait de Benoît Poelvoort, qui a lu votre livre et qui aurait bien changé le titre de votre roman par ce titre, l'encyclopédie du Baraki. Il explique pourquoi. C'est un livre très dur, très âpre. Donc, et quand je l'ai lu, ça m'a fait penser à ça. Je me dis, c'est tellement violent, dur. C'est des gens qui vivent littéralement en marge d'une société, alors qu'ils ont nos voisins, quoi. Et c'est vu à travers cet enfant de 9 ans, mais c'est très violent, très dur. Alors, je suis très intrigué de voir le spectateur, parce que c'est un livre difficile. C'est pas un gros livre, mais et alors il a fait littéralement un exercice de style, parce que il se met à la place d'un enfant de 9 ans, mais ça pourrait avoir beaucoup de tics Là, pas du tout. Vous allez voir, le livre il bouscule, quoi. Et je suis très curieux, encore une fois, je vous dis, je répète, moi je suis spectateur de mon propre, enfin c'est pas le mien, de notre propre festival. Et je suis très intrigué de rencontrer l'auteur. Ben, je me dis, mais comment... Vous vous y retrouvez un peu, vous avez dit, moi aussi je suis un baraki. Ah, moi je suis un gros baraki. Donc pour moi, c'est pas péjoratif quand je dis Oui, bien sûr, je m'y suis retrouvé. Oh là là, oui, vous allez voir. Ah oui, je m'y suis évidemment retrouvé. Mais je ne peux pas parler du livre comme ça, parce que j'ai l'impression que je dénaturerais son livre, c'est bien plus que ça.
Mais en tout cas, moi, je peux dire, je serai là à la lecture, quoi. Je serai là et je veux rencontrer l'auteur. Je me demande ce qui se passe dans sa tête. Mais il est très jeune, il est très doué. Chapeau. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Oui, j'ai hâte de pouvoir répondre à ces questions rapidement, mais je sais pas trop. Je sais pas trop qu'est-ce que je vais lui dire là-dessus. Non, je pense qu'en tout cas pour l'écriture, c'est une nécessité, quoi. C'est vraiment c'est un besoin qui est venu comme ça, et après on maîtrise pas tout ce qui sort. C'est une surprise à chaque page aussi. En tout cas, c'est mon premier roman. J'ai pas encore de méthode de travail où j'ai vraiment découvert tout ça en même temps que j'ai rédigé ce livre. Donc c'est aussi ce qui le rend un petit peu à part, je pense, comme tous les premiers romans, c'est que y a pas de cadre vraiment défini encore. Ouais. Tout ce que dit Benoît Poelvoorde est très vrai, c'est un roman très âpre, très dur, etc. Mais on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de beau, il y a beaucoup d'humour aussi, et malgré tout, en tant que lecteur, on prend plaisir à se retrouver dans ces ambiances poisseuses, trash, etc. Pour différentes raisons, probablement, parce qu'il y a une part de voyeurisme peut-être, il y a un côté aussi de quelque chose de jubilatoire de se retrouver affranchi des conventions sociales, etc. Enfin, mais en tant qu'auteur dans l'écriture, où est-ce que vous situez votre plaisir alors de vous immerger là-dedans? C'est-à-dire que oui, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire des pages très crades, mais ça c'est un peu de la faute à Benoît Poelvoorde aussi. Je peux le présenter comme ça parce que effectivement, quand j'ai été nourri par des objets culturels, je pense à c'est arrivé près de chez vous, des choses comme ça, où d'un coup, on découvre un champ de liberté dans la narration, on se dit ces choses-là sont possibles, on peut vraiment faire des choses comme ça. Et là, c'est parti, quoi. Et une fois que c'est parti, on fait une page, 2 pages, et puis un petit peu d'autocensure au début, et puis au bout d'un moment, on lâche complètement tout. Et c'est un exercice de liberté qui est tellement formidable. C'est un plaisir immense, quoi. Après, c'est aussi beaucoup de travail. Faut arriver à se cadrer, mais oui, c'est vraiment la découverte d'un champ de liberté qui est infini, puisqu'il y a rien qui est fait avant qu'on arrive et qu'il y a tout qui est à faire. Et voilà, c'est un peu la création, quoi. La création, on va revenir justement à l'histoire. On a beaucoup parlé du début de cette histoire où le narrateur est avec encore sa famille, ses amis à la campagne, et puis il s'est construit un peu comme un triptyque. Après, il y a quand même aussi 2 époques où là, il grandit et il est confronté à une autre réalité. Ouais, ce que j'ai essayé de faire, en fait, c'est-à-dire que le narrateur grandit dans cet univers où il est très reculé, très enfermé sur lui-même, voilà, comme un pot de chambre au soleil, comme ça dit à un moment dans le livre. Mais petit à petit, le narrateur va quitter ce territoire pour une campagne périurbaine et puis ensuite pour une grande ville. Et voilà, l'enjeu du roman, c'est qu'est-ce qu'on fait à la ville quand on n'est pas adapté à la ville, qu'est-ce qu'on fait quand malgré toute la violence qui est celle de son propre territoire duquel il est issu, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive dans un territoire qui a une autre violence, qui est celle des grandes villes, de l'anonymat et voilà, où les laissés pour compte sont invisibles, alors qu'à la campagne on ne peut pas les cacher, on les voit, et du coup si on les voit, on a une interaction avec eux, et voilà, il y a pas de clochard à la campagne. Et tandis que les individus que je décris dans la première partie du livre, dans un contexte urbain, ils seraient considérés comme clochards, tandis que là ils sont chez eux, ils ont un statut, ils ont un travail, et ils font société tout simplement. Donc voilà, et dans cette deuxième partie du livre, j'essaie d'aborder ça, et puis aussi des choses qui sont, je pense, plus propres à ma génération et qui sont pas spécialement portées en littérature encore, sur qu'est-ce que c'est que cette jeunesse, voilà, des débuts d'internet post 11 septembre, et voilà quel jeu en fait, parce que les personnages que je crée jouent avec tout ça, quel jeu ils ont créé, et voilà quelle réaction ont les enfants à cette actualité-là au moment où elle se passe. Vous êtes un peu belge aussi, Simon Johannin, parce que vous avez habité 3 ans à Bruxelles. Même un petit peu. 3 ans, c'est pas mal sur 24. Oui. Vous avez étudié à la Cambre les arts visuels, mais c'est un livre que vous sortez, non pas un film. Ouais. J'étais dans un parcours. J'ai fait j'ai écrit un roman en école d'art visuel, en fait, puisque le livre a été écrit durant ma dernière année. C'était mon projet de fin d'études de bachelor à la Cambre. Et oui, mais j'ai un peu pris le contre-pied de ce qu'on me demandait de faire, mais en même temps, on m'a laissé la place pour le faire, et je pense que c'est ce qui est important et trop rare encore en école d'art, quoi. On laisse vraiment aux étudiants le choix de leur propre travail.
Mais cela dit, vous avez cité plusieurs fois des exemples de films, vous avez parlé du cinéma, quand vous étiez jeune vous n'aviez pas la télévision mais vous alliez quand même au cinéma. Est-ce que votre influence est avant tout cinématographique, avant la littérature ou pas nécessairement? Je pense que je suis plus porté par les images et le cinéma à la base. Après, si je veux faire du cinéma un jour, écrire un livre, c'est la première. Déjà, on peut le faire tout seul, ça coûte moins d'argent, forcément. Voilà. C'est sûr. Puis, mais c'est une écriture très visuelle aussi. Oui, moi, je pense que ça, c'est quelque chose qui est assez inné dans mon travail d'une manière générale. Je suis vraiment porté par les images, je bouffe des images continuellement, et c'est pas parti pour s'arranger avec l'époque dans laquelle on vit. Mais oui, je voulais. Puis c'est ce que j'aime lire aussi. J'aime lire des livres où les images montent toutes seules d'un coup, où il y a le monde qui se crée. Je trouve que c'est vraiment un bonheur de lecteur d'avoir le cerveau qui se nettoie et de juste être complètement happé par ce qu'un écrivain me propose. Et donc voilà, c'est ce qui me plaît. Mais c'est vrai que les images d'une manière générale sont hyper présentes chez moi. Le cinéma, c'est un monde de contraintes, de compromis. C'est collectif aussi. Voilà, c'est collectif. C'est un travail. L'écriture. Ça me plairait énormément, mais là je pense que c'était aussi une histoire de me prouver parce que j'étais dans un contexte un petit peu décalé où alors on est en école d'art et puis si on a de l'argent, on peut faire des choses parce qu'on peut acheter du matériel, c'est plus facile. Et puis des fois il y a un peu des tricheries, on sait pas trop, on est un peu perdu. Puis le milieu de l'art contemporain n'aide pas tout ça puisque un bout de ficelle et une photo d'un coin de porte deviennent tout de suite quelque chose de très important. Et moi j'ai jamais eu la fibre de cette mouvance-là, bien que j'ai découvert plein de choses qui sont formidables. Et c'est vrai que là j'avais un sentiment d'authenticité, de vraiment proposer quelque chose déjà qui allait être compris. Qui allait pas où les gens n'allaient pas faire semblant de comprendre ce qui est le cas souvent quand on est face à des objets d'art. Et puis voilà où j'allais pour moi c'est du sentiment c'est comme ça que je fonctionne, je veux procurer des émotions, je veux raconter une histoire et c'est ce que j'ai essayé de faire simplement. Mais vous dites que vous marchez à l'émotion et que ce qui vous intéresse c'est de raconter des vérités. Donc ça existe des vies comme votre narrateur? Oui, je pense. Moi, en tout cas, j'ai pas. Oui, ça existe. J'ai grandi dans une réalité suffisamment proche de celle que je décris, ou en tout cas, pour moi, c'est une question de point de vue, en fait. Là, j'ai le point de vue d'un enfant là-dessus, mais si j'ai un adulte qui est client de la ferme, il va raconter une toute autre histoire et va trouver ces gens formidables qui font de la viande magnifique et qui vivent proche de leurs bêtes et un petit on peut totalement idéaliser la chose aussi. Alors vous racontez des vérités, vous donnez par exemple la recette contre la gueule de bois, des coups de coq, des œufs, 2 aspirines, un verre de vin, ça marche alors selon? Oui, j'ai vu pire à Bruxelles, je peux vous dire. À ce niveau-là, non, je pense que oui, ça c'est des petites choses. Le livre est traversé d'anecdotes qui sont plus vraies que nature. C'est-à-dire que je pense que les choses qui ont l'air les plus énormes dans le livre sont en fait des choses qui sont très vraies que j'ai prises de ma propre histoire et à des moments donnés où la réalité dépasse complètement la fiction. Il y a trop de réel et il faut en faire une histoire pour le contenir. Mais c'est vrai que oui, je pense que dans toute campagne où tout simplement c'est un désert d'institutions, les gens s'organisent d'une autre manière et sont libres et du coup ça donne aussi des choses qui sont très farfelues Jour première, Sophie Brems. Simon Johannin est notre invité ce matin pour son roman L'été des charognes et parce qu'aussi vous serez à l'Intime Festival à Namur demain à 14h15 où des extraits de votre ouvrage seront lus. Comment vous appréhendez ça justement, avoir un contact avec ce public en étant un jeune romancier, un jeune écrivain à 24 ans? Dans ce cadre-là particulièrement, je suis vraiment ravi parce que j'ai l'impression, je connais pas le festival, j'en ai entendu énormément de bien, j'ai beaucoup d'amis sur Bruxelles qui le fréquentaient, mais je suis particulièrement content parce que c'est un festival qui fait des liens entre plein de gens professionnels ou non. Je suis très content que ce soit un jeune étudiant de l'INSAS, aussi jeune que moi, je pense, quelqu'un de ma génération qui va lire le livre. Et puis ça a l'air d'être vraiment un cadre idéal pour pouvoir rencontrer un public qui a l'air apparemment très assidu et de suivre de près l'actualité du festival Puis aussi parce que ça va être un vrai plaisir de rencontrer Benoît Poelvoorde qui est ah oui, ça il l'a dit il va venir vous rencontrer je suis un fan absolu depuis longtemps et voilà, et puis parce que c'est toujours un plaisir je pense de participer à des événements
ici en Belgique, où l'ambiance est quand même plus tranquille et plus humaine, je trouve que parfois sur des grosses manifestations sur Paris où voilà, on est tout de suite pris dans la grosse machine, quoi. Ça reste intime. Ouais. Exactement. Et l'une des grandes forces de l'Intime Festival, ce sont ces lectures par des comédiens en public. Il y a notamment Jean-François Balmer qui va lire Mon chien stupide de John Fante. Tiens, le chien qui est d'ailleurs qui occupe une place importante dans votre livre. Les animaux de manière générale, hein, d'ailleurs on l'a dit. Mais le chien, pourquoi il vous intéresse à ce point comme matière littéraire et puis en tant qu'humain aussi? Ouais, l'histoire avec le chien, ça commence. Je viens vraiment d'un endroit où j'ai grandi au milieu de gros chiens de molosses. Voilà, donc de chiens de race dangereuse, que ce soit des Rottweiler, des Bosserons ou voilà, autres bergers allemands, malinois. Et c'est vrai que je suis alors j'ai une fascination, j'aime beaucoup les chiens, mais en même temps je suis assez traumatisé de certaines confrontations avec des animaux. Ou qu'est-ce que c'est quand on est un petit gars et qu'on se retrouve sur un chemin avec son petit bout de bois tout seul face à un énorme chien et qu'on pas compter sur personne d'autre que soi-même pour se sortir de la situation. Et c'est vrai que c'est des choses qui jouent après sur l'esprit, et on y pense, et voilà, la figure du chien qui est aussi un outil de travail dans le milieu agricole, que ce soit dans le gardiennage ou pour mener les bêtes. Voilà, elle traverse le livre comme une espèce de fantasmagorie. Voilà, il y a beaucoup de chiens qui meurent. Mais la relation aux animaux est quand même différente que celle que l'on peut avoir avec normalement un chien. Ici, ils s'en préoccupent pas trop de leur chien. Oui, ils s'en préoccupent pas trop. Et puis en même temps, à un moment donné, le règne animal, pour reprendre le titre d'un autre roman de Jean-Baptiste Delamot, qui est une expression que j'utilise là, va prendre le dessus à un moment donné. C'est-à-dire que le monde animal va dépasser la réalité du narrateur, et tout ça va se mélanger dans une espèce de mystique. Alors c'est vrai que les animaux sont tout simplement une marchandise. Voilà, c'est les humains que je décris vivent avec ça, avec l'exploitation des bêtes. Les moutons. Même que d'une manière générale, on vit dans un monde qui s'assoit sur l'exploitation des animaux. On est complètement tributaire de ça. Si on arrête d'exploiter les animaux, on se demande bien ce qui va se passer. Il faudrait qu'on apprenne à le faire d'ailleurs. Mais voilà, c'est pas du tout le propos du livre. mais voilà. Non, mais peut-être que Brigitte Bardot va pas aimer quand même le livre. C'est-à-dire que oui, je sais pas, parce que moi j'ai beaucoup de. Alors, je suis très étonné parce que je suis pas du tout un militant de la cause animale, bien que j'y sois sensible, mais j'ai beaucoup de retours de personnes qui sont engagées dans la cause animale qui me disent merci d'avoir l'honnêteté de décrire ce que c'est qu'un abattage. Voilà, dire que ça pisse le sang, que c'est dégueulasse, qu'on découpe un organe. Il n'y a aucune intention de dénonciation. Non, pas du tout. Moi, pour moi, c'est des choses qui sont un peu crades, mais qui sont pas choquantes. J'ai grandi avec, j'ai vu, voilà, je sais ce que c'est que voir un porc se faire découper pendant 5 heures. C'est pas ragoûtant. Mais moi, c'est des séquences de mon enfance. Alors, je porte un regard dessus qui est pas critique, mais qui est porté d'interrogation aussi. Et c'est vrai que oui, j'ai de retours de personnes qui sont engagées dans ces causes-là qui me disent ouais, effectivement, c'est important de dire ces vérités-là aussi, de pas invisibiliser ces choses. Merci Simon Johannin d'avoir été notre invité ce matin. Je rappelle le titre donc de votre roman, L'été des charognes, et vous serez donc demain samedi à l'Intime Festival à Namur. Comme ça, on a l'occasion aussi de découvrir votre univers.